Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'année 929 marque une inflexion politique majeure dans l'histoire d'Al-Andalus. Là encore, je résume rapidement parce que ce n'est pas l'objet de l'émission, mais il faut vous donner le contexte quand même. L'émir Abd al-Rahman III, après avoir consolidé son autorité face aux dissidences internes, proclame carrément le califat de Cordoue et il rompt définitivement avec toute soumission, même symbolique, aux Abbassides de Bagdad. Ce geste n'est pas seulement une déclaration d'indépendance, il affirme la prétention des Omeyyades d'Espagne à incarner la légitimité religieuse et politique dans le monde islamique occidental. Le califat marque une période de centralisation de l'autorité. Ça dure en gros de 929 à 1031. Abd al-Rahman III, puis son successeur, Al-Hakam II, impose une administration stable, fondée sur une fiscalité efficace, une armée nombreuse et une propagande califale appuyée sur le prestige culturel. Cordoue, capitale du califat, devient un pôle urbain majeur. Avec environ 100 000 habitants, il faut imaginer ça, c'est l'une des plus grandes villes d'Europe. Sa mosquée, agrandie par Al-Hakam II, rivalise avec les grandes capitales orientales. Le califat entretient des ambassades à Byzance et en Francie. Il contrôle le commerce méditerranéen et exerce vraiment une influence dans le Maghreb. La stabilité de ce califat repose sur 3 grands piliers. Une armée structurée, c'est important, qui mêle berbères, esclaves, notamment des slaves islamisés, et des troupes mercenaires. Un contrôle des provinces aussi, notamment face aux rébellions berbères et aux autonomies locales comme les Banu Afsoun à Bobastro. Un encadrement religieux aussi, mais modéré, avec une tolérance relative, on l'a vu dans l'émission sur Al-Andalus, envers les chrétiens mozarabes et les juifs, mais aussi une promotion quand même de l'islam sunnite malékite comme référence doctrinale. Je pense qu'il faudra un jour une émission sur l'histoire pourquoi pas l'histoire de l'islam, il y a de quoi faire. Et l'un des traits majeurs d'Al-Andalus à cette époque, c'est la coexistence entre plusieurs groupes culturels, religieux et linguistiques. Vous l'avez compris, ils n'arrêtent pas. En fait, les tensions internes continuent. Vous avez les Arabes qui forment l'élite politique, militaire et religieuse, les Berbères qui sont souvent marginalisés, essentiels militairement, mais qui subissent quand même une discrimination sociale, et puis les Mouladis, donc les chrétiens convertis, qui sont issus des populations ibériques à la base, et qui grandissent évidemment en nombre. Certains accèdent à des fonctions importantes et ça va susciter des tensions. Vous avez les Mozarabes. Les Mozarabes, c'est les chrétiens arabophones en fait, qui vivent dans les villes ou dans les campagnes, qui sont soumis à la jizya, l'impôt de capitation par tête. Ils conservent leur culte, leur structure ecclésiastique, mais évidemment, leur statut est très subalterne. Ils sont pas loin d'être des semi-esclaves. Et puis alors les Juifs qui arrivent en dernier, évidemment, qui sont nombreux à Cordoue, Séville ou Lucena, qui occupent souvent des fonctions économiques, scientifiques, médicales ou diplomatiques. Ils sont relativement protégés au début dans cette phase califale, mais ça va pas durer. L'usage de l'arabe s'impose dans les sphères publiques, vous l'imaginez bien, l'islamisation progresse surtout dans les villes, tandis que dans les campagnes, la christianisation persiste parfois en parallèle. Et ce processus n'est pas imposé par la force, mais favorisé par les incitations fiscales et sociales à la conversion. Sous le califat, une véritable culture andalouse, cette fois, émerge au croisement de l'Orient musulman, du substrat ibéro-romain et des réalités locales. C'est une culture urbaine, littéraire et érudite. En littérature, Ibn Hazm, plus tard, va incarner cette sophistication andalouse. En médecine, en astronomie, en philosophie, les cours omeyyades attirent des savants du monde entier, c'est vrai. Les bibliothèques s'ouvrent à de vastes traductions. Al-Hakam II va créer une bibliothèque personnelle de plusieurs centaines de milliers de volumes. Cette vitalité culturelle, même si elle est centrée sur l'élite évidemment, irrigue progressivement l'ensemble du tissu social urbain. Mais à la fin du Xe siècle, la stabilité califale est remise en cause. Sous le calife Hicham II, le pouvoir effectif passe entre les mains d'un vizir devenu dictateur militaire, Al-Mansour, Al-Musaffar aussi, il a les 2 noms. À partir de 978, il va mener plus de 50 campagnes militaires contre les chrétiens. Il va piller Barcelone, Saint-Jacques-de-Compostelle, Léon. Il va maintenir l'unité, lui, par la terreur.
Mais à sa mort, en 1002, les conflits reprennent. Les héritiers d'Al-Mansour vont se disputer le pouvoir. Les provinces se rebellent, les berbères se soulèvent, les aristocraties locales prennent leur autonomie. En 1031, après une vingtaine d'années de guerre civile, le califat est aboli et il ne sera jamais restauré. La péninsule musulmane entre alors dans l'ère qu'on appelle les taïfas. C'est des petites principautés en fait indépendantes. Cette fragmentation, paradoxalement, va coïncider avec un nouvel essor culturel, mais qui affaiblit durablement la position politique de l'islam espagnol face au royaume chrétien. Et vous connaissez l'adage, diviser pour mieux régner, c'est très exactement ce qui va se passer, ça va prendre un peu de temps. Au moment où Rodrigo Diaz de Bivar, dit le Cid, voit le jour, la péninsule ibérique est donc le théâtre d'un enchevêtrement de forces politiques, culturelles et sociales. Contrairement à l'idée ultérieure d'une lutte idéologique unifiée entre chrétiens d'un côté et musulmans, le contexte du XIe siècle se caractérise par une sorte de fragmentation, une recomposition constante, tant dans le nord chrétien que dans le sud musulman. Je dirais que tout ça est un peu atomique, si vous voulez. Ça se recompose selon les alliances. Et pendant plus de 2 siècles, le califat omeyyade de Cordoue a dominé la majeure partie du sud de la péninsule, c'est vrai. À son apogée, il s'appuyait sur une administration centralisée, une armée solide, une vie urbaine prospère, mais tout ça, à la fin du Xe siècle, ça marque véritablement le tournant. On va maintenant entrer dans le détail de ces petites taïfas, les entités, les unités indépendantes, si vous voulez. Certaines sont très éphémères, d'autres vont durer plusieurs décennies. C'est des petits royaumes, si vous avez compris, des petits royaumes musulmans fondés sur les ruines de ce califat dont je parlais il y a un instant, et qui vont refléter la diversité de la société andalouse en réalité. Les familles arabes traditionnelles, d'abord, les Banu Abbad, les Banu Oud, reprennent le flambeau à Séville ou à Tolède et ils essayent de continuer, eux, la tradition administrative et culturelle du califat, mais tout en négociant évidemment à chaque fois leur indépendance. Vous avez bien sûr les Berbères qui sont là encore souvent marginalisés sous le régime omeyyade, qui vont s'affirmer en prenant le contrôle de cités comme Grenade ou Ronda et imposer leur propre mode de gouvernance militaire. Et puis les Slaves islamisés, les anciens esclaves ou les soldats qui parviennent eux aussi à accéder à des postes stratégiques dans des villes portuaires comme Denia ou Tortosa, qui vont illustrer la nature, là encore, fluide de l'ascension sociale à cette époque. Ces États, ces petites taïfas, sont rivaux, rarement unis. Leur diplomatie repose plus sur la survie que sur une idéologie religieuse. Quand le besoin en plus s'en fait sentir, ils payent un tribut au roi chrétien ou leur demandent même carrément assistance militaire contre un voisin musulman. C'est là qu'il n'y a pas d'unité, vous comprenez. On entre vraiment dans l'ère de ce qu'on appelle des parias, les parias, des versements annuels d'or versés aux souverains du Nord en échange d'une paix ou d'une protection. Cette indépendance va progressivement, carrément, inverser le rapport de force. Au nord, l'héritage wisigoth se perpétue à travers plusieurs entités politiques qui vont évoluer de manière distincte avec leur propre dynamique interne et leur stratégie d'expansion. Face à Al-Andalus, les royaumes chrétiens ne forment pas non plus un bloc uni. Le nord de la péninsule est lui aussi divisé. Ces dynasties rivales entretiennent des rapports, on va dire, ambivalents, fait d'alliances, de circonstances, de conflits dynastiques, d'expéditions militaires aussi. En Léon, issu du royaume des Asturies, on conserve un prestige ancien, on conserve une légitimité historique forte, on se présente comme le successeur des Visigoths. Les rois de Léon se proclament empereurs des Espagnes, Imperator Tosius Hispaniae. Mais son autorité, l'autorité du roi de Léon, est contestée, affaiblie par les divisions internes, les révoltes galiciennes aussi et la montée en puissance de ses anciens vassaux. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.